Je suis présidente de la première commission, qui est la commission de solidarité sociale au sein du conseil départemental. Et c'est une commission très active. Nombre de mes collègues élus étaient présents aujourd'hui et je les remercie pour leur participation. Déjà, nous sommes vraiment très satisfaits de voir cette présence aussi fournie, nombreuse et variée, puisque sont présents des établissements et services plus particulièrement préoccupés par la condition des personnes handicapées, mais aussi des associations, mais aussi des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, mais aussi des citoyens, des élus. Donc le fait que toutes ces personnes-là aient répondu à notre sollicitation est déjà un succès pour la réflexion que nous souhaitons mener au sein du département, puisque vous l'avez compris, le président l'a exposé ce matin, nous souhaitons vraiment sortir de ces réflexions menées, comme l'on dit, en silo, qui se spécialisent sur un thème particulier. Comme il l'a précisé, la prise en charge des personnes âgées, des personnes handicapées vieillissantes, c'est la même problématique que la prise en charge des personnes âgées tout court sur notre département. Et c'est l'affaire de tous sur ce département, de tous élus au niveau départemental, mais aussi de tous élus, associations, citoyens, sur tous les territoires de ce département. C'est passionnant pour les élus, je tiens à le souligner, puisque notre département s'est lancé dans cette démarche de développement social dont il est le chef de file, comme la loi le lui a attribué, en plus de l'action sociale dans sa globalité, puisque le but est de faire trouver à chacun sa place dans la société. Et si au départ le travail doit être mené pour les personnes en situation de précarité, que sont les personnes plus particulièrement bénéficiaires du RSA, nous souhaitons sur ce département vraiment développer cette démarche-là, cette stratégie d'action sociale sur l'ensemble de nos politiques. Et c'est vraiment une expérience fort riche et fort intéressante et qui nous met en pointe au niveau national, puisque nous souhaitons essayer d'avoir un réflexe social dans l'ensemble de nos politiques territoriales, nos politiques publiques. Alors ça se traduit notamment par l'inclusion de personnes en situation d'être bénéficiaires du RSA, qui sont associés au personnel des routes lorsqu'il y a du traitement de branchage ou autre. Ça se traduit par l'inclusion dans les différents marchés attribués au niveau du département par ce qu'on appelle la clause sociale, qui demande aux entreprises d'intégrer durant les marchés passés des personnes en situation de précarité sociale et donc plus particulièrement des bénéficiaires du RSA. Ça se traduit aussi par une opération dont vous avez sûrement entendu parler, l'opération Première Page, qui veut que tous les enfants naissants ou adoptés sur les Hautes-Pyrénées à partir de cette année, de 2018, puissent recevoir un livre, puisque la culture est un des premiers facteurs discriminants lorsqu'elle n'est pas là pour l'avenir des jeunes enfants. Donc voilà, nous souhaitons comme ça développer sur chacune de nos politiques publiques ce réflexe social, cette stratégie sociale. Alors l'enjeu, notre président Michel Pellieu le résume très simplement. Il dit: notre département veut ne laisser personne au bord du chemin. Nous sommes en train de fabriquer une société au plan national où les inégalités ne cessent de se creuser, et il nous semble que nous, localement, départementalement, nous avons la possibilité d'inverser un peu cette tendance et de faire que ces inégalités soient moins prégnantes, soient moins présentes, mais en motivant l'ensemble de la population. Chacun a son rôle à jouer, chacun a son rôle à jouer pour inclure les autres, mais chacun a son rôle à jouer aussi pour faire société tous ensemble sur ce département. Tout à fait, ça correspond tout à fait à ça. Et hier, nous étions sur Paris à la CNSA et nous avons eu le plaisir d'entendre le directeur général de la cohésion sociale, qui est un éminent personnage de l'État, encourager les territoires à innover, alors en restant dans les clous légaux, entre guillemets, mais à ne pas hésiter à innover, à réfléchir ensemble, à avoir cette intelligence collective dont on a beaucoup entendu parler ce matin. Alors, vous me voyez sourire parce que vous avez entendu au cours de cette matinée un élu dont on voyait qu'il était un élu un petit peu ancien dire que c'était un besoin impérieux, que le manque de moyens faisait qu'il fallait plus réfléchir.
Et j'en souris parce que sur le secteur où je suis élue locale, sur le secteur des baronnies, nous avons été habitués tellement à faire ça que pour nous c'est une évidence. Comme nous avions peu, nous avons été obligés à réfléchir comment faire mieux avec peu. Mais c'est une très bonne école parce que je retrouve maintenant au niveau du département cette façon de faire qui me convient totalement et qui, je pense, est très intéressante pour l'ensemble des citoyens. Voilà. Mais c'est en effet devenu une obligation. Je suis présidente de l'AFTC 65, c'est Association des familles de traumatisés crâniens. Je suis au conseil d'administration de l'Union nationale des AFTC, qui est à Paris. Je suis aussi donc, au conseil d'administration du RATC, donc le réseau Aquitaine traumatisés crâniens à Château-Rosé. Et je suis correspondante en DO pour les Hautes-Pyrénées. C'est Madame de Coudin qui m'a demandé, puisque j'avais déjà rencontré avec Andéo, le siège de Andéo, j'avais rencontré le directeur de la MDPH. Donc j'avais laissé mes plaquettes de la FTC 65 et du Andéo et ils ont décidé de m'inviter à ce colloque. C'est une continuité de notre association d'ailleurs, parce qu'on a les mêmes retours, on a les mêmes discussions, que ce soit le handicap invisible, parce que le traumatisme crânien, c'est ce qu'on appelle le handicap invisible. Mais on a les mêmes questionnements. J'ai retrouvé les mêmes questions qu'on avait dans notre association. Le problème de ne pas avoir assez de place dans les masses, les foyers d'accueil médicalisés, comment dire, de ne pas avoir l'information qui vient aux familles, donc ils viennent les rechercher dans des associations. Moi, en l'occurrence, je fais des permanences un samedi par mois à l'hôpital de Bagnères de Bigorre. On fait des permanences administratives et juridiques. Donc on les accompagne aussi au niveau juridique, parce que quand ils sortent de l'hôpital, ils sont lâchés, ils sont au domicile. Une fois au domicile, les familles ne savent pas comment s'occuper d'eux. Les familles ne savent pas faire comme dans le milieu médical. Donc, et puis la personne, un traumatisé crânien, quand il revient chez lui, c'est plus la personne qu'il était avant. Donc il va avoir des troubles du comportement, des coups de colère, des accès de colère inexpliqués et des colères inexplicables. Donc bien souvent, quand c'est des couples, finissent par divorcer. Ou bien, nous on en connaît pas mal. C'est pas pareil, le ressenti n'est pas le même entre la femme et l'homme. Si c'est l'homme qui est traumatisé crânien, il aura moins de tendance à accepter. Et nous, on a eu des cas où on l'a retrouvé, la femme elle a été jetée dehors, elle s'est retrouvée à la rue. Que les femmes sont beaucoup plus, je ne veux pas être misogyne, mais les femmes sont beaucoup plus, elles ont tendance à aller au-devant de l'information, justement pour dire mais pourquoi il est comme ça, qu'il n'est plus comme avant. C'est pas tout à fait la même réaction. Donc ce que je vous dis, je l'ai vécu. Donc je peux ressentir les questions des autres familles, parce que j'arrive même des fois à les anticiper, parce que les familles sont pudiques. Quand elles viennent dans l'association, ce n'est pas systématiquement qu'elles vont venir en parler. Même s'il y a un problème au domicile, elles ne vont pas le dire. Donc en posant les questions, puisque je l'ai vécu, elles vont finir par m'emboîter le pas et finir par parler de ce qui ne va pas. Et puis leur demande, c'est, une fois lâchés de l'hôpital, ils sont à l'abandon. Je me suis dit soit que je tombe dans la dépression, mais ce n'est pas mon genre. Donc finalement, j'ai connu une association qui s'appelait la FTC 64. J'en ai été vice-présidente pendant 3-4 ans. Et puis il y avait un besoin au niveau du 65. Il manquait d'une AFTC de proximité. Donc j'ai frappé à la porte de l'hôpital de Tarbes et de Bagnères. Et à Bagnères, on m'a accepté, on m'a fait venir. Et il y a eu une convention de partenariat qui a été signée. Et donc le 24 juillet 2016, on a fait la fondation de notre association. Et depuis, c'est un partenariat avec l'hôpital de Bagnères de Bigorre. Elle touche énormément, oui, parce que même dans le handicap invisible ou le handicap cognitif, comme la personne déjà n'est plus ce qu'elle était avant, son cerveau, en plus de ça, comme il est lésé dans un accident ou dans une maladie ou une anoxie cérébrale, si on veut aller par là, il vieillit déjà plus vite qu'une personne normale. Donc il a son vieillissement naturel, mais il est déjà vieilli par rapport à son accident. Maintenant, je ne me les pose plus, puisque si on veut aller par là, je me les suis posées au départ avant de rencontrer une association. Je me disais, mais est-ce que je vais pouvoir continuer avec cet homme qui n'est plus l'homme que j'ai épousé? Et ça, c'est beaucoup de familles qui le disent. Mais finalement, en essayant de savoir ce qu'est la lésion cérébrale
ce qu'est le traumatisme crânien, ça m'a permis de me dire, bon ben voilà, mon mari finalement ses colères, il ne fait pas exprès. C'est dû à son cerveau qui par moment, il a un excès d'électricité et puis voilà, il déclenche une colère inexplicable et inexpliquée. Eh oui. Oui, parce que j'ai été facilement... Mon mari il a fait sa première crise d'épilepsie 5 ans après l'accident, donc il était à la maison. Et j'étais complètement démunie. C'est mon fils de 4-5 ans qui a appelé les pompiers parce que moi j'étais littéralement... j'étais pas bien quoi. J'avais perdu tous mes moyens. Donc les pompiers sont venus et puis bon, il a été hospitalisé. Mais c'est pour vous dire que ça ne s'arrête pas là. Ils sortent de l'hôpital, il y a ce trauma crânien, ils ne sont plus comme avant. Mais moi, mon mari, 5 ans après, il a redéclenché une crise d'épilepsie, ce qui est normal chez trauma crânien. Mais ça, on ne m'avait pas averti. Donc si à l'hôpital, on m'avait dit, il sera comme ça et comme ça m'aurait peut-être déjà aidé au départ. Que là, il a fallu que je cherche par moi-même. Donc Internet, hein, c'est ma pratique. J'ai rencontré une AFTC, et donc grâce à la MDPH 64 aussi, puisque j'avais une fille qui était dyslexique, donc j'avais une commission pour la dyslexie de ma fille, et il y avait on a fait le tour, en tour de table, il y avait une présidente d'association, la AFTC 64. C'est comme ça que je lui ai dit, j'ai besoin d'informations, donc c'était le moment voulu pour rentrer dans l'association. Donc j'en ai été membre. Et puis en 2012, donc, on m'a demandé si je voulais être dans le conseil d'administration et j'ai été vice-présidente pendant 4 ans. Aller vers les associations. Je peux en parler en matière de cause parce que si je n'avais pas rencontré cette association le jour où j'avais une commission à la MDPH pour mes filles, j'aurais jamais su, on m'aurait jamais dit que ça existait. Et grâce à cette association, j'ai appris ce que c'était que le traumatisme crânien. J'ai appris à contourner les colères de mon mari. J'ai appris à les comprendre. J'ai appris aussi à maîtriser la personne, pour ainsi dire. Et puis finalement, on est toujours ensemble, alors qu'à un certain moment, j'étais prête de partir. Ça, j'avoue sincèrement. Anna da Silva. Je viens de commencer en tant qu'accueillant familial que depuis novembre, j'ai commencé. Voilà. J'ai eu un premier accueil qui ne s'est pas très bien passé et je vais entamer un autre demain. L'échange, rencontrer d'autres personnes, voir comment ça fonctionne, comment ça va avancer, comment les choses vont se développer. Je crois que tout le monde voit qu'il y a des besoins et des demandes qui sont importantes et il faut que le système change. Aussi bien par rapport aux personnes âgées que les personnes handicapées. Voilà. Ce qui m'a interpellée, c'est le besoin local, de revenir sur du local, sur la proximité. Voilà, c'est ça surtout. Pour résoudre tous les problèmes vraiment dans l'ensemble, mais plus, comment dire, dans la réalité, il y a beaucoup de choses qui sont votées depuis longtemps qui n'avancent pas, qui ont du mal à être mises en place. Oui, certainement problème d'argent, certainement problème de moyens aussi, de personnel. Hein. Donc, mais voilà, je crois que c'est un travail de tout le monde pour que ça avance. Voilà. Moi, je suis plus axée pour le moment sur la personne âgée parce que j'ai fait des formations concernant les personnes âgées plus que les handicapés. Je compte développer, pour l'instant, chez moi, j'ai qu'une seule chambre. Je compte agrandir et faire 2 autres chambres pour pouvoir accueillir plus de personnes et peut-être, pourquoi pas, mélanger les publics. Ce qui, je trouve bizarre, c'est que ce que l'on fait à notre niveau n'est pas reconnu. C'est-à-dire que les gens pensent qu'en venant en accueil familial, ils vont payer moins qu'en maison de retraite. Mais pourquoi on serait payé moins qu'en maison de retraite qu'en accueil en maison de retraite? Pourquoi est-ce que nous, on ne cotise pas pour le Pôle emploi? C'est des inégalités, mais ça n'empêche que l'on est motivé pour. Et il faut nous donner plus de moyens et peut-être que aussi plus de formation. À mon avis, il va y en avoir. Moi, je viens d'arriver, donc je ne connais pas encore tout. Donc,
travaillé surtout en hôtellerie. Et j'ai changé vraiment c'est en ayant des enfants que j'ai changé ma vie. Ça a changé ma vie. J'ai commencé à travailler plus dans l'accompagnement des gens. J'ai commencé à être en contact des personnes âgées et voilà, c'est une passion. C'est cette aide, l'entraide, la compréhension du vieillissement, l'accompagnement regarder les attentes des gens aussi, voilà l'échange aussi. Je trouve que nos anciens nous ont apporté beaucoup de choses et qu'on leur doit un retour. C'est juste le retour des choses. J'estime que l'accueil familial, c'est apporter un autre regard sur le vieillissement. Voilà. Bizarre, ma sœur me dit oui, c'était très contraignant, c'est une prison, etc. Quelque part ça l'est, mais d'autre part non, parce que c'est pas parce qu'on accueille quelqu'un d'âgé qu'on ne fait plus rien. On fait plein de choses, du moment tant que j'ai qu'une seule personne. Après, c'est une auto-organisation. Voilà. C'est l'acceptation de l'autre, c'est l'échange avec l'autre, c'est le respect de l'autre aussi, un handicap ou un handicap physique ou mental, n'importe. Ça peut être une personne vieillissante qui est en bonne santé, qui peut leur apporter quelque chose aussi. Donc c'est l'échange, voilà. Je suis assistante sociale à l'ADAPI des Hautes-Pyrénées. Voilà, et donc on m'a proposé, dans le cadre de mon service social de l'ADAPI, de faire une formation qui s'appelle coordonnateur et gestionnaire de parcours handicap. Donc voilà, j'ai commencé ça au mois de janvier. C'est une formation qui se fait sur 6 mois, avec des regroupements de 3 jours par mois. Alors ça se passe Bordeaux ou Bayonne. Tantôt c'est sur Bordeaux, tantôt c'est sur Bayonne. Donc à raison de 3 jours par mois. Et à l'issue de cette formation, on doit également faire un stage auprès d'un organisme qui fait de la coordination. Et moi j'ai choisi de faire mon stage à la Maya. Voilà. Donc un stage de 15 jours. Ensuite, il y aura un rapport de stage à faire, à présenter. Et on a ensuite un diplôme de coordonnateur et gestionnaire de parcours handicap. Donc c'est coordonner les parcours des personnes en situation de handicap, peut-être plus en particulier ceux qui sont sans solution, à domicile, ou qui peuvent être en risque de rupture également. Donc cette coordination, il y a aussi gestion dans ce mot, dans cette formation. Et donc il me semble que c'est un accompagnement plus rapproché, voilà, plus rapproché de la personne, en faisant appel à différents services, qui existent sur le terrain. Donc avoir une bonne connaissance aussi du territoire et de tout ce qui existe là où on intervient. C'est vrai que auprès des personnes handicapées, on se rend compte que ces personnes, elles vieillissent, qu'elles ne sont pas toujours à leur place dans les établissements là où elles se trouvent, ou qu'elles n'ont pas de solution de prise en charge du fait de leur vieillissement. Et on a aussi la difficulté des familles qui vieillissent, qui sont très proches de leur enfant, qui se retrouvent en difficulté elles aussi, mais qui ont besoin de continuer l'accompagnement de leurs proches. Et il y a un travail énorme à faire aussi auprès de ces familles. Quand on se documente sur les politiques sociales, on est tout à fait dans le thème et dans l'actualité du jour, le vieillissement de la population. Il faut s'en occuper et trouver des solutions. On peut trouver des solutions, qu'il y a certainement beaucoup de solutions qui existent et qu'il faut faire preuve d'adaptabilité, d'adapter les établissements. Je pense qu'ils doivent s'adapter aussi à la demande des familles, à la demande de la personne handicapée, de ce qu'elle souhaite pour son projet de vie. Et faire preuve d'imagination, pas avoir peur de faire des propositions et puis voir ensuite le côté financier en second plan.
Se former, c'est enrichissant, et puis c'est ne pas continuer d'avancer, ne pas, je pense que ne pas s'enfermer dans la routine du travail, voir qu'il y a d'autres modèles, d'autres façons de travailler. Et, voilà, c'est enrichissant de façon personnelle. C'est pour cette raison que je me suis engagée sur de l'information. Et avoir plus de connaissances, plus de compétences également. Parce que le handicap, c'est ce que je fais, c'est les familles que je rencontre tous les jours. Donc rester dans ce domaine-là, m'intéresser, oui, pour pouvoir apporter des solutions. Aller plus loin ? Oui, aller plus loin avec d'autres façons de travailler, de nouvelles approches. Je ne saurais pas trop dire. C'est vrai que moi j'essaie d'apporter quelques connaissances que j'ai eues en formation et de faire profiter, de mettre à la disposition de l'équipe. Après, voilà, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'elles en pensent. On voit ça d'un bon œil. Christophe Carieux, je suis directeur du foyer d'accueil médicalisé l'Edelweiss sur Azerex pour la DAPI 65. C'est un établissement qui reçoit 48 usagers à la fois sur de l'internat et sur de l'accueil de jour. Alors deux éléments essentiels, la question du vieillissement, à la fois de nos résidents et de leur famille bien évidemment, notamment sur l'accueil de jour puisqu'on se retrouve dans des situations comme on a pu voir quelques exemples ce matin avec des familles monoparentales qui se retrouvent dans des situations vraiment qui se retrouvent dans des impasses avec les enfants à charge, sans solution d'accompagnement. Donc il suffit d'une hospitalisation, d'un problème de santé quelconque pour que les enfants soient dans un risque d'être laissés à eux-mêmes. Et ça, c'est pas envisageable et c'est pas entendable non plus. Et donc cette notion est bien sûr accolée à la question de la réponse accompagnée pour tous et du coup d'une réponse ou d'un plan d'accompagnement global qui peut être proposé dans ce cadre-là, notamment sur ces situations d'urgence pour lesquelles il faut trouver des solutions ou anticiper même des solutions parce que le jour où ça arrive, il faut que la solution soit quasiment prête à être mise en œuvre. Alors je viens chercher à la fois de l'information sur l'évolution des politiques publiques, puisqu'on a vu qu'on se projette déjà sur les années à venir. Donc c'est intéressant d'avoir un petit cap en la matière. Et en même temps, je viens écouter un petit peu des retours d'expérience pour les premières réponses qui ont été posées, et des retours d'expérience aussi sur les difficultés des autres associations, des collègues. Puisqu'il faut, je pense, raisonner comme ça aujourd'hui. On est tous collègues au niveau d'un territoire. Et personne ne détient la vérité. Et si on ne se serre pas les coudes, s'il n'y a pas une réponse collective et solidaire, ça risque de poser des difficultés. Parce que tout seul dans son coin, on l'a dit ce matin aussi, ça va être difficilement envisageable. Il y a plusieurs points qui m'ont interpellé. En tout cas, la multitude de réponses possibles aujourd'hui sont intéressantes, à la fois sur des familles accueillantes, à la fois sur des structures où il y a des parents et des enfants, à la fois sur des réponses entre pères aidants, qui est une notion qui commence à arriver dans différents domaines, mais en tout cas à prendre de la place, et je pense que c'est une notion qui est très intéressante. Donc voilà, ne serait-ce que ces trois éléments, un petit peu ces trois orientations en termes de réponse sont très intéressantes à creuser. Toute la question de M. Gouet autour de l'anticipation aux réponses, de la prévention de ces réponses tout au long de la vie. Le vieillissement, il ne se déclare pas d'un coup à un âge, ça se prépare tout au long de la vie. Ça, il faut que sur les établissements, avec nos jeunes résidents, on soit aussi conscient de cette évolution et que dès l'âge de 20 ans, quand ils arrivent dans le secteur adulte, on soit en capacité de les accompagner du mieux possible en termes de santé, autour de l'alimentation, autour du sport, de toutes ces activités qui font qu'on arrive a priori en meilleure santé et que le vieillissement soit prévenu au regard de ces actions. Donc ça, c'est vraiment une notion aussi importante qu'il faut qu'on prenne à bras le corps à tous les âges, y compris peut-être dès l'enfance en IME.
Alors c'est une question épineuse, la question du budget, bien sûr, on est dans un cadre contraint sur le plan budgétaire. Il y a des solutions, bien évidemment, il y a des marges de manœuvre, on peut toujours optimiser tout en gardant une qualité d'accompagnement, une qualité de prestation, je pense, équivalente, voire meilleure. Après, il faut vraiment se mettre autour de la table et réfléchir. Mais bon, la question de la mutualisation, on l'a entendu dans un témoignage ce matin, bien évidemment, rentre en ligne de compte, c'est un premier élément. La question de l'organisation, la mutualisation à la fois de moyens et de compétences, ça a bien évidemment du sens. Ce que disait M. Bousquet sur le fait d'aller peut-être sur d'autres établissements entre collègues pour voir un peu ce qui existe aussi. Donc voilà, j'allais dire quelque part c'est de la formation qui ne coûte rien, ce ne sont que des échanges de bonnes pratiques professionnelles. Voilà, la mutualisation, on peut avoir déjà trouvé des réponses à ce niveau-là. Au niveau des compétences entre établissements, mutualiser un poste, ça peut permettre aussi de proposer des recrutements plus intéressants pour les candidats et d'avoir des compétences aussi à mutualiser entre structures. Donc il y a beaucoup de bons côtés. Donc comme ça, à brûle pour point, c'est pas si simple, mais il suffit de réfléchir un peu, en se mettant autour de la table et on va trouver beaucoup de choses à mettre en commun. Ça, c'est évident. Ensuite, la question de la mutualisation, elle est aussi dans les accompagnements. Typiquement, nous avons une situation multi-site pour un jeune qui nécessite ce type d'accompagnement. Donc on a contractualisé entre différents établissements, à la fois du médico-social et de la santé, pour proposer à ce jeune-là un accompagnement global qui associe le point de vue de l'hôpital psychiatrique, pour ne pas le nommer, point de vue de 2 établissements médico-sociaux, et globalement ça nous permet d'avoir vraiment une pluridisciplinarité encore plus importante du fait de la mutualisation. Ça ne coûte rien de plus à chacun, mais par contre en termes de plus-value d'accompagnement, forcément on s'y retrouve, quoi. Qui des politiques publiques au niveau national, au niveau départemental ou des actions à mener au niveau des opérateurs doivent prendre le pas sur cette question-là. Bon, je pense que c'est quelque chose de très collectif, c'est ce qu'on disait ce matin. C'est vrai qu'on était face à une tribune où nous avions que des acteurs finalement, que des représentants en tout cas des collectivités départementales, de l'État, des territoires. Bon, peut-être que des représentants, des opérateurs, des représentants des gestionnaires auraient été bienvenus à cette table ronde pour pouvoir aussi apporter peut-être quelques précisions ou des témoignages à minima. Ça nous oblige à être inventifs face à l'adversité. Effectivement, il faut trouver des solutions. L'objectif reste absolument la qualité de l'accompagnement et la qualité de service. Ça, c'est me semble-t-il, le b.a.-ba. Je veux dire, les personnes que nous accueillons ont des besoins très particuliers, donc les prestations que l'on doit leur offrir doivent être absolument de la meilleure qualité possible. Voilà. Et de tendre toujours vers l'amélioration de cette qualité parce que les besoins évoluent aussi, comme pour tout un chacun. On voit la société, tout ce qui est en lien avec la consommation. Bon, il y a la crise qui passe par là, mais quoi qu'il en soit, ce sont des personnes qui n'aspirent souvent qu'à une chose, c'est avoir une qualité de vie et une qualité de vie globale sur le plan encore une fois de la santé, de l'accueil qui est proposé, des activités à leur proposer aussi, toujours de qualité, toujours innovante, et c'est important pour eux de se sentir comme tout un chacun dans cet espace-là.